concocté par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. On parle régulièrement de privilèges ces derniers temps. On en parle trop, diront ceux qui en ont beaucoup des privilèges. Car justement, le premier d'entre eux, c'est de pouvoir passer toute sa vie ou presque sans même s'apercevoir qu'on en a à plus savoir qu'en faire. Que le système est à ce point taillé sur mesure pour nous qu'à aucun moment, ses limites, ses angles morts, ses cul-de-sac ne nous apparaissent. Par exemple, dans un domaine aussi crucial que la santé. Moi qui suis un mec blanc hétérosexuel, j'ai jamais eu à me poser de questions quant à la prise en charge de mes tracas. J'ai jamais eu à me demander si j'étais victime de tel ou tel stéréotype nocif. Si mon parcours de soins, comme on dit, était perturbé par la perception qu'on avait de moi. Et pour cause, je corresponds à 100% au modèle sur lequel ce parcours est conçu, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde. On a déjà eu l'occasion d'évoquer tous ces sujets dans ce podcast, mais comme cette année fut plus que tout autre fortement médicalisée, j'ai une nouvelle fois donné les clés de ce modeste établissement à ma camarade Camille Regache du podcast Camille, le temps d'un double épisode que je vous laisse découvrir. Bienvenue dans Programme B. Il peut se passer beaucoup de choses désagréables dans un cabinet médical. Pour certains et certaines, ce sont des piqûres. Pour d'autres, les prises de sang. Moi, ce que je redoute le plus, c'est le regard que le ou la médecin me lance quand je lui dis que je suis lesbienne. J'ai pas tellement le choix. À mon âge, quand on est une femme, on peut être sûr que la question de la contraception va arriver à un moment ou à un autre. Ne pas en avoir, c'est rendre des comptes. Et pour moi, ça veut dire faire un énième coming out. Si dans les yeux des médecins, les lesbiennes n'existent pas, c'est qu'elles ne doivent pas exister non plus dans leur manuel. Où sommes-nous, patients et patientes qui ne sont pas hétéros, pas cisgenres? Si l'on parle de nous dans les formations des soignants et soignantes, qu'est-ce qu'on dit de nous? Les médecins ont-ils conscience de la norme hétéro qui traverse toute leur profession? Pour parler de tout ça, j'avais envie d'un autre type de tête-à-tête avec un médecin, un autre rendez-vous. Un rendez-vous où pour une fois j'irai sans appréhension. Je suis allée voir Baptiste Beaulieu, d'abord parce qu'il est médecin généraliste à Toulouse, ensuite parce qu'il est aussi écrivain et qu'il aborde les relations entre patients, patientes, soignants et soignantes dans ses livres, et surtout parce qu'il se définit lui-même comme médecin militant, hyper présent sur les réseaux sociaux, qui porte une voix différente que j'avais envie de vous faire entendre dans ces épisodes. Alors moi j'ai commencé mes études médicales à la faculté de médecine de Toulouse et j'ai passé mon doctorat de médecine en 2010. Donc ça fait 10 ans. C'est long 10 ans, c'est long. Il y a le temps de se lasser, je me suis pas lassé, mais il y a le temps aussi de se mettre en colère et je me suis mis en colère. Pour beaucoup de raisons, d'abord parce que c'est... Parmi toutes les études supérieures, c'est parmi les plus clivées socialement parlant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants de médecins. Je crois que dans notre amphi, on était 120. Et je crois qu'il y avait un fils de femme de ménage, c'était tout, quoi. Mais il y avait, je pense, 70% de fils de... voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et qui crée déjà une forme de prise de conscience en disant c'est difficile quand on a été, et ils ont de la chance, et c'est très bien pour eux, été élevés dans un milieu favorisé, de se dire comment je vais pouvoir plus tard appréhender ne serait-ce que les différences de classe sociale de mes patients avec mon propre vécu. C'est-à-dire qu'est-ce que je sais, moi, du vécu d'une femme noire célibataire qui élève 2 enfants et qui a un job de caissière, par exemple. Donc ça, c'était la première asymétrie qui m'a frappé de plein fouet, parce que j'étais moi-même issu d'un milieu qui était non médical. Et puis après, ça a été petit à petit une prise de conscience un peu plus longue, notamment quand je me suis installé en tant que médecin généraliste, parce que je mets au défi n'importe quel mec, cisgenre, d'avoir à s'occuper de 20 à 30 patients par jour, dont 70% de patientes, et de pas, petit à petit, prendre conscience de la quantité de privilèges qui sont les siens, juste parce qu'il est né avec un pénis et des testicules, quoi. Voilà. Et donc c'est là, vraiment au contact de la vie qu'avaient mes patientes, que j'ai commencé à m'intéresser aux questions du féminisme, aux questions des inégalités de genre, parce que j'étais révolté par ce que j'entendais de la vie de mes patientes, quoi.
Je crois qu'à l'hôpital, on n'avait pas trop conscience de ça, parce que peut-être l'institution hospitalière, elle protège de ces réalités-là dans le sens où, c'est très bête, mais le patient est en minorité à l'hôpital, c'est-à-dire qu'il est tout nu, sous une blouse, allongé dans un lit, on débarque à 5, 6 dans sa chambre, et on repart, et on est quand même globalement plutôt entre nous. Et à partir du moment où je me suis installé en tant que médecin généraliste, et donc la relation est totalement différente, c'est-à-dire que d'un seul coup, on se retrouve habillé. Le patient ou la patiente est habillé, il est assis, on est assis, c'est-à-dire qu'il est plus allongé dans un lit et nous debout, et donc la relation déjà, ne serait-ce que sur le plan de la posture, est différente. Et puis surtout, on est seul à seul, c'est-à-dire qu'on a un quart d'heure avec une personne qui va nous raconter sa vie, et donc la relation est beaucoup plus égalitaire, mais on prend dans la gueule aussi la réalité de ce que la personne va poser sur la table, quoi. L'hôpital favorise l'entre-soi des médecins, ça c'est certain, mais surtout, je pense, et il m'a fallu des années pour le conscientiser, c'est que comme toute institution, il favorise les situations de maltraitance médicale au sens large, dans le sens où c'est un grand organisme qui doit accueillir plein de personnalités différentes. Et pour pouvoir les accueillir, en tout cas dans ce qu'ils croient être au mieux, d'accord, il faut créer des sortes de règles générales, mais qui ne s'adaptent pas à tout le monde. Et du coup, de ces règles générales naissent, pour certaines personnes qui sont hors des clous un petit peu, qui sont atypiques, des situations, à mon avis, qui les font ressentir vraiment dans toute leur minorité, quoi. Ce qui me heurte le plus dans mes souvenirs, tu vois, d'étudiants, c'était vraiment la volonté de ne pas déplaire au chef, quitte parfois à valider des situations de maltraitance, voire même de discrimination typique. Je peux te donner un exemple, une petite anecdote. J'étais un étudiant et je venais de découvrir mon homosexualité, donc c'était une période difficile pour moi. On était à quelques jours de la validation des stages. Je faisais un stage pour le SAMU. Et on est appelé un soir pour une femme qui avait, je crois, aux alentours de 80 ans et qui faisait un malaise cardiaque. Et donc, on débarque au pied de la tour. On monte et donc la dame était assez âgée. Elle avait des grandes tresses, je me souviens, de grandes tresses blanches. Et on pose le monito, tout ça, et on s'aperçoit qu'il faut vite l'emmener à l'hôpital, qu'elle fait ce qu'on appelle un syndrome coronarien aigu. Son cœur est en train de lâcher. Et il y avait une autre dame qui était là et qui nous demande si elle peut venir avec nous à l'hôpital. Et le chef, qui allait valider mon stage dans quelques jours, lui demande « Mais vous êtes qui ?» Et la vieille dame s'est mise à rougir, comme ça, elle dit « Mais je suis la compagne de votre patiente et je suis la compagne depuis, je crois qu'elle a dit 45 ans, comme ça. » Et je me souviens encore du chef qui lui claque la porte de l'ambulance au nez en lui disant « C'est pas possible, on prend que la famille. » Et je me souviens de ce moment où tu dis « Ah, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que tu lui dis t'es un vrai connard, en fait, tu la laisses monter comme tu laisserais monter parce que c'est sa famille, point. Ou est-ce que je me tais parce que sinon il va me mettre une sale appréciation et donc c'est des moments comme ça régulièrement où on est en dissonance cognitive avec soi-même, mais où on se met dans le moule parce qu'on veut pas déplaire, on veut pas avoir une mauvaise image au sein de l'hôpital. Et puis surtout, même si ça a eu tendance à être un milieu qui s'est beaucoup féminisé ces dernières années, ça reste un milieu quand même très masculin, avec des codes masculins, et où il y a sans cesse deux choses. Une forme de connivence masculine qui passe aussi par sortir de la moindre suspicion, présomption d'homosexualité. Et aussi une sorte d'injonction ou de course à la virilité qui passe aussi par des blagues graveleuses, en gros des blagues qui sont assez avilissantes pour les femmes, pour bien montrer, nous les femmes on les aime, voilà, et nous on a une virilité débordante, et on nique beaucoup, et donc il y a ces deux aspects-là, notamment oui, à l'hôpital, qui font, je pense, que ça structure aussi les rapports humains et qui font, je pense, que beaucoup d'étudiants ou d'étudiantes qui appartiennent à des minorités sexuelles ou à des minorités d'identité de genre vont avoir tendance à se taire, tout simplement, ou à faire silence sur leur vie personnelle. Mais comme c'est le cas dans beaucoup de milieux professionnels, tu te sens immensément seul à l'hôpital quand tu appartiens à une minorité sexuelle ou à une minorité de genre. Et puis petit à petit, moi j'étais de la génération d'avant Twitter, si tu veux. Et quand Twitter est arrivé,
j'ai vu qu'il y avait plein d'étudiantes et étudiants qui étaient lesbiennes, qui étaient gays, qui étaient futurs médecins. Et tous ces gens-là, je les avais jamais vus pendant mes études, si tu veux. Je me sentais immensément seul. Et non seulement je voyais qu'ils existaient, mais qu'en plus, ils revendiquaient leur place. Et je crois que si j'avais eu les réseaux sociaux, tu vois, à cette époque-là, je me serais senti fort de toutes ces personnes-là pour pouvoir peigner le museau à mon chef quand il dit à cette femme, cette vieille femme lesbienne, on prend que la famille, tu vois. Et je me dis, si j'avais eu Twitter à l'époque, oui, j'aurais eu la force parce que je me serais senti légitime et épaulé par toutes ces personnes que j'ai jamais rencontrées mais que je sais existantes, de lui dire, ah ouais, t'es une crevure en fait, quoi. Il y a quand même, et puis c'est vérifié dans les statistiques, que le milieu médical est un milieu quand même de droite. Je me souviens des statistiques, c'était, je crois, 7 médecins sur 10 à l'époque, avant qu'il y ait le scandale sorti par le Canard enchaîné, 7 médecins sur 10 qui se disaient prêts à voter pour François Fillon, tu vois. Et donc c'est pas rien, quoi. Tu te rends compte, sur une profession, 7 médecins sur 10 prêts à voter à droite. Et donc c'est des milieux qui sont pas forcément ouverts, mais aussi qui sont à l'image de la société. C'est-à-dire qu'il y a la même proportion de crevures dans le milieu médical que dans la population générale. Et je me souviens d'une discussion hallucinante avec une co-interne qui s'appelait Louise, que je savais catholique, si tu veux, mais pas catholique à ce point-là, et qui m'avait soutenu les yeux dans les yeux en discussion, mais à table avec plein d'autres internes, quand je leur avais parlé de mon homosexualité, qu'elle avait rien contre ça, mais et c'était la Bible qui le disait, d'après elle, je finirais en enfer, quoi. Et tu disais, mais meuf, tu vas être médecin? C'est-à-dire que tu as fait 10 ans d'études scientifiques, et tu crois encore à l'enfer. C'est pas possible. Enfin, et je le dis en toute bonne foi, puisque je me considère moi-même comme croyant catholique, catholique anarchiste, ça existe, mais en tout cas, je me dis, je crois pas à l'enfer, je crois pas à toutes ces bêtises-là qui sont là aussi pour structurer la société, la tenir sage. Et je me disais, cette meuf va être médecin, c'est-à-dire qu'elle avait devant elle des années et des années de maltraitance médicale, c'est-à-dire des années où elle allait pouvoir exercer tous les jours ces stéréotypes, ces préjugés sur des gens qui ne viennent pas pour bénéficier de ce genre de conseils et ils viennent pour qu'on les soigne, point. Et c'est quelque chose qui, dans le milieu médical, à mon avis, est très peu conscientisé. Et c'est ce que je dis quand j'interviens dans les facs de médecine. Vous n'êtes pas les papas et les mamans de vos patients. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour bénéficier de vos grandes vues sur le monde, tout ça. Ils s'en fichent. Vous avez un devoir d'information. C'est-à-dire qu'ils viennent avec un symptôme. Vous, fort de vos années d'études, vous devez vous efforcer de leur délivrer une information. Je pense que c'est ça et que ça se traite avec ça. Point. C'est-à-dire que si même le patient te dit « Ah, vous pensez que c'est ça, je veux pas de votre traitement », ça s'arrête là. On peut lui dire voilà ce qui vous attend si vous voulez pas prendre le traitement, mais point à la ligne. Si un patient vient et nous dit voilà, hier j'ai couché avec 15 mecs et ça me gratte un petit peu ce matin, à aucun moment on est c'est pas dans la mission du médecin que de lui dire c'est pas un mode de vie très 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 normal de coucher avec 15 mecs, ça ne nous regarde pas, quoi. On est là pour dire je pense que c'est pour ça que ça vous gratte, je vais vous donner ce traitement, mais vous êtes libre de le prendre ou pas, quoi. Point à la ligne, quoi. Je pense que c'est très inconscient, mais que ça vient aussi de l'aspect parfois scientiste de la médecine, dans le sens où la médecine c'est une science, en tout cas on nous la présente comme ça, une science naturelle, et donc qui vient avec un bagage qui est parfois très très lourd, le bagage des sciences naturelles, avec tout ce que ça peut revêtir en termes de volonté de étiqueter ce qui est normal, ce qui est anormal, et surtout de rediriger vers du normal ce qu'on pourrait considérer comme de la normale aux yeux de la science médicale. Je te donne un petit exemple. Quand on prend par exemple le sujet de l'homosexualité et qu'on voit le littré médical de 1887 qui une des premières définitions de l'homosexualité, le littré médical le considère vraiment comme une inversion de valeur absolue et un dérèglement total. Et la médecine n'a eu de cesse, jusque dans les années 80 où c'est sorti des maladies psychiatriques, l'homosexualité est sortie des maladies psychiatriques, la médecine n'a eu de cesse depuis les 1880 de cette définition du littré
de vouloir absolument pathologiser à la fois les minorités sexuelles et les identités de genre dissidentes. La médecine moderne, quoi qu'on en dise, elle a du mal à s'extraire de cette naturalisation-là, d'autant plus que, et ça c'est passionnant, c'est qu'on va avoir toujours tendance à pathologiser ce qui sort de la norme. Je te donne un exemple. L'infertilité, par exemple, y compris des couples hétérosexuels, on va souvent la pathologiser, d'accord ? On peut en discuter, on peut l'entendre, mais de là, si tu veux, c'est aussi pour ça que je pense la médecine française et les autres médecines ont eu tendance longtemps à psychiatriser l'homosexualité dans le sens où, puisqu'elle débouchait sur une voie sans issue qui était la non-reproduction de l'espèce, il fallait pathologiser ça, si tu veux, puisqu'on sortait du naturel, puisque le naturel, après tout, c'est de se reproduire, et que si tu ne veux pas te reproduire, et que du coup, tu as une sexualité récréative, non procréative, tu sors de la norme, tu sors de ton rôle assigné, encore plus pour les femmes, qui est la reproduction, et du coup, il fallait pathologiser ça. On débarque pas en médecine dans les années 2000 où on te dit il faut lobotomiser les femmes lesbiennes et les hommes homosexuels, il faut leur donner des castrateurs chimiques, des conneries comme ça. On ne dit pas ça comme ça, évidemment. Mais il y a tout un apprentissage de la médecine. C'est du bourrage de crâne. En gros, si tu veux, il faut apprendre beaucoup de choses très rapidement. Parce qu'il y a le concours à la fin, et donc il faut taffer, apprendre, ingurgiter, mais des tonnes et des tonnes d'informations. Et l'examen national classant, tel qu'il se présentait à mon époque, c'était sous forme de mots-clés. Le correcteur, il se faisait pas chier. C'est-à-dire que si dans la réponse à la question, t'avais pas mis les mots-clés, eh ben, t'avais pas le bon quota de notes, si tu veux. Et donc, tout fonctionne pendant 4 ans, si tu veux, que tu prépares cet internat, sous forme de tiroir, c'est-à-dire tiens, ils ont mis, là on va toucher du doigt aussi une forme de racisme institutionnalisé dans l'apprentissage des études médicales. Tiens, ils ont mis que le patient était d'origine malienne, et le tiroir qu'il faut tirer, par exemple, tu vois, c'est drépanocytose, thalassémie, c'est sida, parce qu'il est noir, tu vois. Et pareil, t'avais une autre question, le patient est gay. Tiens, tu sors le tiroir, VIH, syphilis, hépatite B, hépatite C. Et tu vois, tout ça, c'est sous forme de tiroir. Et a posteriori, même si je peux entendre que c'est pour être plus vigilant, si tu veux, et je peux l'entendre, et je ne vais pas renier le fait que la prévalence du VIH dans la population homosexuelle homme est peut-être plus importante que dans la population masculine hétérosexuelle. Mais cet apprentissage sous forme de tiroir et de bourrage de crâne, quelque part, je me dis, est-ce que cet apprentissage est le meilleur pour nous permettre d'accueillir la personne dans toute sa complexité et surtout sans la faire rentrer dans la case, et même s'il y a aucun mal à ça, du partouzeur sidaïque, tu vois, parce que non, mais c'est terrible. Mais c'est comme ça qu'on nous bourre le mou, si tu veux, en études de médecine, quoi. Ce qui veut dire que comme tu as passé 4 ans à fonctionner avec ces tiroirs, si un jour tu as un patient qui vient homosexuel et tu dis « Ah, mais je vais vous faire le dépistage des infections sexuellement transmissibles » et que le mec dit « Ah, mais non, moi j'ai pas de relation sexuelle. »« Ah, mais on va le faire quand même, tu vois, parce que c'est dans le tiroir et qu'on t'a appris pendant 4 ans, que tu as tiré le tiroir homosexuel, il faut mettre tout ça, tu vois. » Et du coup, je peux comprendre que ça ne nous permet pas d'accueillir la personne dans sa spécificité. Là, par exemple, dans l'exemple que je te donne, le patient qui n'a pas de relation sexuelle, mais qu'on va faire chier à chaque consultation pour absolument lui faire le dépistage des sérologies, quoi. On avait le tiroir homosexuel égale partouzeur sidaïque en études de médecine, mais il n'y a pas de tiroir lesbienne. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, nous, on existe en négatif, vous n'existez pas. Mais à tel point que... on ne pourra jamais quantifier le nombre de patients qui sont morts du sida parce qu'ils ont été mal suivis sur le plan du risque social, si tu veux, parce qu'ils ont été peu considérés ou qu'ils ont eu peur de se confier. On ne pourra jamais quantifier ça. Et ça a dû exister, tu vois. Et je suis persuadé que ça existe parce que quand tu te découvres homosexuel dans une société hétéronormative, tu dois affronter cette société et que ça peut générer en toi parfois des comportements à risque, des volontés, peut-être des comportements d'autodestruction, tu vois. Et moi, je te parle d'un cas personnel puisque ça me concerne. Quand je me suis découvert homosexuel et je me suis senti vraiment mal, pas parce que j'étais homosexuel, mais parce que c'était difficile dans mon entourage, c'était difficile dans la société. Et puis, c'était à l'époque aussi, on arrivait avec tous ces débats autour du mariage pour tous.
ça m'est arrivé d'avoir des comportements à risque, mais parce que ou de me mettre en danger parce que je m'en foutais de tout en fait, si tu veux, et j'étais fatigué de tout ça, et qu'après tout, si je crevais, et je me dis, et ça c'était dans les années 2010, tu vois. Alors qu'est-ce que c'était dans les années 80 où l'homophobie était bien plus importante, et je me dis, c'est terrible de se dire ça, on pourra jamais le quantifier de la même manière. Et là, je vais parler des femmes lesbiennes. On ne pourra jamais quantifier le nombre de femmes lesbiennes qui sont décédées parce que la médecine est hétéronormative. Je te donne un exemple tout bête. Une jeune patiente qui vient et qui me demande, voilà, j'ai 17 ans, je suis lesbienne, je commence à avoir des rapports sexuels avec ma copine. Est-ce que je dois me faire vacciner contre le papillomavirus ? Et je me suis trouvé très bête parce que on n'avait jamais abordé ce sujet en médecine. On l'avait abordé avec les femmes hétérosexuelles et je ne savais pas. Je ne savais pas, et tu sais, il n'y a rien de plus terrible pour les médecins que d'avouer devant un patient, écoutez, je ne sais pas. Et je pense qu'il y a plein de médecins qui, quand ils se retrouvent face à une minorité qui leur pose une question à laquelle ils ne peuvent pas répondre, plutôt que de dire je ne sais pas, je vais me renseigner, disent non, c'est pas la peine. À tel point que du coup, ce jour-là, si tu veux, je me suis renseigné et je me suis aperçu que, bien évidemment, il fallait la vacciner parce qu'on ne savait pas les partenaires qu'elle allait avoir, qui elles avaient eu elles-mêmes comme partenaires, et donc que le papillomavirus peut se transmettre, mais que le milieu médical était tellement hétéronormé que, alors la stat que je te donne, elle vient des États-Unis, mais je vois pas pourquoi ce serait différent en France. Il y a aucune raison pour que ce soit différent en France. On estime à plus de 35% les femmes lesbiennes aux États-Unis qui ne sont pas vaccinées par le papillomavirus parce que les soignants pensent que ce n'est pas la peine pour elles. Et tu vois, c'est 270 000 mortes, le cancer du col de l'utérus. Et donc, tu te dis, là aussi, on ne pourra jamais le quantifier, mais combien de femmes lesbiennes sont mortes parce que la société, le milieu médical est hétéronormé, qu'on n'est pas formé à accueillir les minorités sexuelles ou les identités de genre minoritaires, et du coup, combien de femmes sont passées sous les radars et sont décédées d'un cancer du col de l'utérus, sont décédées à l'hôpital silencieusement, sans faire de bruit comme ça, sans savoir qu'elles sont mortes parce que la société ne sait pas s'occuper des particularismes de chacun, quoi. À suivre.